Bonjour Françoise Gatel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, ministre déléguée chargée de la ruralité. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vesserodon du groupe EBRA. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane, bonjour Françoise Gatel. Bonjour. On va évidemment parler du salon de l'agriculture et de la ruralité, Françoise Gatel, mais d'abord un mot, puisqu'Emmanuel Macron était donc hier à Washington où il a rencontré le président américain. Vous pensez qu'il a réussi à infléchir la position de Donald Trump ? En tout cas, je pense que le président de la République a eu raison d'aller présenter la position des Européens au président Trump, et je trouve que le président de la République l'a dit. Il a obtenu la prise en compte d'un certain nombre d'éléments, qu'un accord ou une trêve ou un cessez-le-feu puisse intervenir, tout en reconnaissant que l'Ukraine, il ne peut y avoir de capitulation de l'Ukraine, et la reconnaissance du rôle de l'Europe et l'importance d'une solution de paix qui affirme l'importance de l'Europe et le fait que celle-ci ne peut pas être fragilisée à l'issue de cette guerre dont on connaît l'agresseur. On va parler du salon de l'agriculture. Vous avez accompagné hier François Bayrou toute la journée, mais avant de parler agriculture, un mot sur l'affaire Betaram, puisqu'on a appris qu'une plainte pour non-dénonciation de crimes et délits avait été déposée vendredi contre François Bayrou. Est-ce que le Premier ministre peut tenir ou est-ce qu'il doit s'expliquer clairement sur cette affaire ? D'abord, je voudrais dire que chacun d'entre nous pense d'abord aux victimes et à leurs familles, puisque ce sont des choses terribles, et je pense que les victimes portent ça avec une grande douleur qu'il faut reconnaître, il faut leur affirmer notre compassion. Ensuite, aujourd'hui, j'ai effectivement entendu qu'il y avait une plainte qui était déposée, donc la justice va faire son travail. Ensuite, très sincèrement, je trouve toujours délicat de parler de tout ça en raison même de ce que les victimes ont subi, mais je trouve quand même qu'il y a une concordance des temps qui m'interroge. C'est-à-dire, curieusement, à un moment, cette affaire sort avec une interpellation par des médias, par un certain nombre de gens du Premier ministre, au moment où il est devenu Premier ministre. Donc, vraiment, moi je dis qu'il faut être respectueux des gens et éviter toute instrumentalisation et toute manipulation de quelque chose qui est douloureux et difficile. Mais est-ce que François Bayrou peut continuer à dire, comme il l'a fait hier, je ne participe pas au scandale ? Est-ce que c'est une réponse acceptable ? Moi, je pense que François Bayrou, il a raison de dire qu'il ne participe pas à entretenir cette espèce de climat qui est, je pense, qui est douloureux pour tout le monde, y compris pour les victimes. Moi, j'ai entendu le propos du président de l'association des victimes que François Bayrou a rencontré longuement. Sincèrement, je pense que, en tout cas, voilà, les choses sont comme elles sont, mais je pense que dans notre pays, il y a beaucoup d'amalgames de faits et on instrumentalise beaucoup de choses pour faire de la politique. Et encore une fois, vraiment mes pensées les plus sincères vont à ces victimes, parce que c'est quelque chose qui fait plus que bouleverser vos vies. On va parler du salon de l'agriculture, puisque vous avez accompagné hier toute la journée François Bayrou dans les allées du salon, visite dans le calme, comme celle d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, est-ce que ce calme, il ne masque pas la détresse et la colère des agriculteurs ? Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai ressenti, je vais au Salon de l'Agriculture tous les ans, c'est effectivement une atmosphère différente de l'année dernière, où l'atmosphère était extrêmement tendue. Les agriculteurs avaient exprimé leurs souffrances, leurs attentes, leurs difficultés de faire leur métier qui ne les rémunère pas, sur lesquels il y a toujours beaucoup de bashing, et vraiment même un mépris parfois pour les agriculteurs, et des gens qui donnent des leçons assis dans leur canapé dans le 6e ou dans le 7e. Moi, j'ai ressenti, et Dieu sait si on a vu des gens, on a croisé des gens dans les allées, on a discuté avec des représentations, avec les représentants des professions du lait, de la viande et du porc. Ce que je sens, c'est qu'il y a comme un soulagement, parce que la loi d'orientation agricole qui vient d'être votée répond à bon nombre d'interrogations et vient vraiment régler un certain nombre de problèmes. Il y a des questions sur le Mercosur, il y a des questions ou des attentes très fortes sur la simplification. Et Annie Geneva et le Premier ministre se sont clairement engagés sur le sujet.
Voilà, ce sont des professions qui restent extrêmement difficiles. Il faut soutenir nos agriculteurs qui sont confrontés eux aussi à beaucoup de contradictions. Et je pense que la France doit reconnaître la place de son agriculture. La ville, il n'y a pas d'avenir pour la ville si on ne respecte pas la ruralité qui apporte l'alimentation, l'eau et les énergies renouvelables. Donc, mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les agriculteurs, hier? Parce que François Bayrou lui-même, il a reconnu que tous les problèmes n'étaient pas résolus. Est-ce que les gouvernements ont trop laissé traîner la résolution de ces problèmes des agriculteurs? François Bayrou l'a dit très, très clairement, il était très à l'aise, que lui-même a été éleveur, donc il connaît les gens, il connaît le métier, et on sentait qu'il y avait un profond respect pour lui. Oui, tous les problèmes ne sont pas réglés, parce que les problèmes ne se règlent pas d'un coup de baguette magique. Il y a l'interrogation sur le Mercosur, il y a la volonté de retrouver, de la raison, notamment sur la tentation française de surtransposer les normes européennes. C'est-à-dire les agriculteurs disent « notre métier, il est difficile, on l'aime parce que c'est nous qui entretenons les paysages, c'est nous qui faisons vivre cette partie du territoire dont l'apport est irremplaçable pour notre pays. C'est un métier difficile, soumis à des aléas. Ne rajoutons pas des normes aux normes et surtout respectez-nous, simplifiez-nous la vie. Aujourd'hui, un agriculteur, il passe trop de temps à faire ce qu'il appelle de la paperasse. Il y a beaucoup de réglementations. On oublie que l'agriculture, c'est un métier où vous travaillez ou avec le vivant ou avec la météo qui peut bouleverser... Mais ça fait des années, Françoise Gatel, qu'on entend cette demande d'agriculteurs. Oui. Pourquoi on n'arrive pas à simplifier ? Alors d'abord, je pense que on a à un moment, on a été très heureux d'avoir des agriculteurs qui nous ont nourris pendant des années, qui ont fait des efforts considérables. Et aujourd'hui, sur ce mode d'agriculture qui s'est développé à un moment que certains ont trouvé trop intensif, on est aujourd'hui sur un nouveau modèle sur lequel les agriculteurs, moi dans ma Bretagne, les agriculteurs sont engagés depuis longtemps dans une démarche différente, qui est une démarche de développement durable. Mais on a un agribashing, vous voyez bien le nombre d'associations, le nombre de gens qui crient, qui hurlent sur les agriculteurs, qui ne seraient pas assez écolos, qui pourraient même être écocides, qui maltraitent les animaux, alors que personne ne fait le travail que font les agriculteurs. Donc c'est d'abord un changement de regard, je trouve. Et puis il faut que la France soit exigeante. On ne peut plus accepter dans notre pays de commercialiser des produits dont on interdit la production en France. Je comprends la colère des agriculteurs qui sont soumis à des règlements et à des exigences extrêmement fortes. Donc Annie Genevard, comme le Premier ministre, mais c'était le cas aussi des ministres de l'Agriculture précédents, de Marc Fesneau, de Julien Denormandie, ils accompagnent les agriculteurs, il faut les aider. Ce que vous dites là, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal dès qu'il est arrivé à Matignon, c'est-à-dire il y a 14 mois. Pourquoi rien n'a avancé depuis ? Je vous rappelle qu'il y a quand même eu quelques épisodes politiques, excusez-moi, mais des intempéries politiques qui ont fait que vous n'arrivez pas à faire avancer les choses parce que soit à un moment il y a une dissolution, soit il y a une motion de censure et le gouvernement est renvoyé. Donc tout ceci explique aussi cela. Donc il y a une responsabilité des oppositions si les choses n'ont pas avancé pour les agriculteurs ? Enfin, moi, je n'accable pas les oppositions, mais il faut qu'à un moment, chacun soit responsable. C'est-à-dire, quand on censure un gouvernement, il ne faut pas après venir s'étonner que les choses n'avancent pas. Il ne faut surtout pas venir reprocher au gouvernement en place le retard qu'on a pu prendre. Et les agriculteurs, ils expriment aussi, ils nous l'ont dit beaucoup de fois. C'est comme les Français, ils demandent de la stabilité parce qu'ils veulent bosser et qu'eux, ils ont une concurrence étrangère qui est très forte, européenne ou internationale, et eux disent que leur métier est suffisamment difficile. Il y a une forme de précarité dans l'agriculture et des aléas. Il faut que là, on les accompagne. Et je trouve qu'on est... on a pris, à mon avis, on a pris le bon chemin. Vous parlez d'écologie. Le Sénat a voté il y a quelques jours une proposition de loi qui autorise la réintroduction de certains néonicotinoïdes dans certains cas. À propos de cette loi, hier, François Bayrou a dit « on a un équilibre, à mon sens, possible à trouver ». Est-ce que ça veut dire qu'il faut la modifier à l'Assemblée nationale, cette loi ? Je pense, de manière générale, que les choses doivent être dans la raison, c'est-à-dire les excès
qui sont des excès qui peuvent paraître extrêmement vertueux, mais qui conduisent à nous tirer une balle dans le pied, parce que nos concurrents, y compris européens, et nos concurrents étrangers ne produisent pas avec les mêmes conditions, et on laisse ces produits qui viennent de l'étranger, dont je disais que leurs conditions de fabrication étaient très étranges par rapport à nos pratiques. Donc c'est excessif d'avoir interdit les néonicotinoïdes ? Non, je ne dis pas que c'est excessif, je dis juste qu'il faut qu'on soit dans la raison et qu'il faut trouver un équilibre entre la protection de l'environnement et des espèces. Les agriculteurs sont les premiers à le faire. Et puis, on va dire, la capacité pour nos agriculteurs de produire. Et qu'aujourd'hui, on devrait avoir un principe, mais on ne l'a pas fait. C'est ainsi, moi je ne juge personne, c'est on ne supprime aucune solution sans en avoir trouvé une autre. C'est-à-dire, il faut vraiment, et ça a été dit depuis longtemps, y compris sous le gouvernement de Gabriel Attal, et moi j'ai toujours entendu par exemple Marc Fesneau le dire, on ne peut pas supprimer aux gens un élément nécessaire à leur activité économique sans avoir trouvé une solution. Mais là, ce texte du Sénat est le bon, le gouvernement souhaite qu'il soit modifié ? On va voir comment les choses avancent. Moi, je laisse les choses. Mais vous êtes pour la réintroduction de certains néonicotinoïdes dans certains cas ? Je dis qu'il faut. Enfin, c'est difficile d'avoir un discours général. Je dis à un moment, il faut que l'on voit les interrogations que l'on a. On l'a vu pour certains marchés, y compris de production légumière. Je pense à la betterave, où si on n'autorisait pas de manière, on va dire, ponctuelle et provisoire un certain nombre de produits, le marché pouvait se déplacer totalement en Allemagne et qu'on mettait une filière en très grand danger. Donc encore une fois, ça montre la nécessité d'accélérer en matière de recherche. Fabrice. Exactement, mais c'est ça qui est surprenant, c'est que depuis le temps qu'on en parle, oui. On n'abandonne pas cette solution tant qu'on n'a pas une autre, mais depuis le temps qu'on en parle, on n'a pas trouvé de solution. La recherche n'avance pas, c'est quand même assez curieux, au train où elle va. Je ne sais pas quel est son train. En tout cas, je pense qu'il doit y avoir un train qui est celui de la volonté de trouver des solutions pour aider notre agriculture à continuer son chemin vers ce mode d'agriculture qui aujourd'hui est celui du développement durable et en même temps, enfin moi je ne connais pas d'activité économique qui ne doit pas conjuguer la rentabilité. Et aujourd'hui, on a bien un sujet, et je pense qu'il faut sans doute, aujourd'hui, mais je ne suis pas spécialiste de la recherche, donc je me garderai d'être péremptoire, mais en tout cas, peut-on accepter le principe d'engager des solutions avant de lancer trop d'interdictions, et il faut mobiliser la recherche, mais peut-être pas qu'au niveau français. On a un peu l'impression que c'est toujours le même argument qui revient sans qu'il y ait de nouvelles solutions. C'était simplement oui, ça ma remarque. C'est un argument. C'est un argument. On parle de ruralité. Alors oui, mais moi je vais vous parler de ruralité. Et j'ai une petite question préliminaire. J'ai une petite question préliminaire. Vous êtes ministre délégué à la ruralité. Oui. Comment vous définissez ce poste ? C'est quoi un ministre à la ruralité ? Alors d'abord, la ruralité, faut savoir de quoi on s'occupe. La ruralité, c'est 22 millions de Français, ça n'est pas rien, et c'est un peu plus de 80% des communes. C'est-à-dire, ce sont ces territoires au-delà de l'hyperville. Donc dans la ruralité, il y a la partie agricole, mais il y a aussi une ruralité très différente, qui peut être une ruralité résidentielle, une ruralité touristique, ou ces ruralités, vous savez, qui sont faites de ces anciens chefs-lieux de canton. Et moi, le ministère que l'on m'a confié est un ministère mais je crois vraiment à son importance, parce que aujourd'hui, on a encore, je trouve, une vision un peu monolithique du développement, même si les choses ont changé, notamment depuis les Gilets jaunes, il faut le dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un mode de vie qui est un mode de vie assez mondialisé et globalisé, ce qui veut dire qu'un jeune qui habite à Paris, qui habite à Rennes ou à Marseille, il a sans doute spontanément plus de points communs avec un jeune qui est à Sydney qu'avec un jeune qui est de la Corée. Mais il se trouve que dans la ruralité, est installé 30% de l'industrie française. Donc c'est une ruralité qui est productive, et c'est la ruralité qui nous fournit ce qui nous permet de vivre et qui permet à la ville de vivre. Je le disais tout à l'heure, c'est l'eau, et Dieu sait si la ressource en eau est précieuse. C'est l'alimentation, et un pays n'est pas souverain s'il n'a pas de souveraineté en matière d'alimentation, et toutes les énergies renouvelables. Donc je trouve que cette modernité, elle est
cette ruralité, elle est des plus modernes aujourd'hui. Et puis il y a des gens, des tas de personnes, 22 millions de personnes qui vivent en ruralité, parfois qu'on oublie, qui sont invisibles, certains se sentent déclassés, et il faut que nos concitoyens, ces 22 millions de Français, se sentent totalement intégrés, partie prenante de la construction de l'avenir. Ça n'est plus ringard, la ruralité. Bah, moi, je ne sais pas si j'ai une tête de ringarde, mais bah oui, voilà, moi je vous pose la question. Mais je veux dire, moi, sincèrement, la ruralité, elle n'est pas ringarde. Moi, je suis née dans un village de 600 habitants, moi aussi, dans le Morbihan. Moi aussi, je vous rassure. Et ben, vous voyez, vous n'avez pas l'air plus ringard que moi. Moi, je pense qu'il y a... vous savez, dans la société, il y a toutes sortes de gens. Et vous connaissez les territoires. Comment vous avez eu Philippe Bas tout à l'heure, qui était là, Philippe Bas, qui était un sénateur éminent et qui rentre au Conseil constitutionnel. Il vient de la Manche. Je suis allée chez lui. Je suis allée en Haute-Saône il n'y a pas longtemps. Je suis allée dans la Nièvre, mais il y a des gens formidables qui vivent une vie qui est la leur, celle qu'ils ont choisie. Parfois, ils ne l'ont pas choisie, mais qui inventent des trucs de fou. C'est la nouvelle modernité, la ruralité, à vos yeux? Non, moi je dis... Non, je dis que la ruralité, elle est moderne. C'est pas pareil. Françoise Gatel, vous faites beaucoup de déplacements, vous l'avez dit, notamment pour parler du plan France Ruralité. Oui. Quel bilan vous en faites de ce plan France Ruralité? Alors, je rappelle que le plan France Ruralité, il avait été proposé après la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire, le gouvernement s'était rendu compte de ce qui n'était même plus une fracture. C'était quelque chose de béant et un appel au secours de nos concitoyens qui vivent dans la ruralité. Et Elisabeth Borne avait, il y a 2 ans maintenant, elle a lancé un programme très précis. Et moi, je trouve que dans notre pays, c'est bien d'évaluer les choses. Parce qu'on dit toujours que rien ne marche, que voilà. Moi, j'ai voulu savoir ce qu'on avait dit et ce qu'on faisait. Alors ? Et donc, je fais mon tour de France Ruralité pour parler du logement, pour parler aussi des services, pour parler de l'industrie, 30% de l'industrie en ruralité. Les déserts médicaux, grosse inquiétude, déserts médicaux, évidemment. Les services. Et ce que je vois, c'est que là où des choses ont été mises en place, comme les maisons France Service, il y en a aujourd'hui 2800. À 20 minutes de chez vous, vous avez une maison française, vous pouvez gérer votre retraite, votre carte grise, enfin, c'est un truc... Il y a l'ambition d'en faire plus, ou les maisons France Service? Alors, on va en faire 100 de plus cette année, donc on va être à 2900. L'objectif était 3000 en 2026, on l'aura atteint. Et tous les gens qui l'utilisent, il y a eu 31 millions de demandes de traités, tous les gens qui l'utilisent trouvent vraiment que c'est épatant, et ça, c'est bien. Ensuite, on a des questions autour de l'accès à la culture, où aujourd'hui on a vraiment des microfolies, des tiers-lieux qui ont été soutenus par l'État. Il y a une vie vraiment très, très dynamique en ruralité. On ne la voit pas, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas industrialiser le process. Donc ce que j'ai vu en Haute-Saône avec Stéphane Bern, c'est différent de ce que j'ai vu dans la Nièvre, où il y a de l'industrie. Non, mais parce qu'on vous voit aux côtés de Stéphane Bern, vous parlez du patrimoine en péril. Alors il y a évidemment beaucoup de choses dans le patrimoine, mais je me souviens quand vous étiez au Sénat, vous travailliez notamment beaucoup sur la question des églises, comment sauver les églises. Est-ce que l'idée de Rachida Dati de faire payer l'entrée de Notre-Dame pour sauver justement nos églises, elle est définitivement enterrée? Ah, je sais pas, moi je trouvais que c'était une idée qui méritait d'être regardée, puisqu'en Italie, ça se fait. C'est-à-dire à un moment, on a le choix entre préserver un patrimoine qui est notre histoire, notre identité. Les gens dans nos communes sont, ils sont attachés à leur patrimoine. Stéphane Bern fait un travail formidable, on l'a vu, là, il contribue à soutenir avec sa mission Bern une abbaye que des gens ont entrepris de sauver et de redynamiser. Donc vous dites qu'il faut relancer cette idée, il faut profiter de l'engouement autour de Notre-Dame pour aider nos églises. Moi, je trouve, c'est à titre personnel, moi ça ne me choque pas. Il faut que dans les églises, on respecte naturellement cette capacité de recueillement des fidèles. Donc il faut bien gérer les choses. Mais si on croit à notre patrimoine, parce que c'est notre culture, il faut qu'on trouve de l'argent. Exactement, c'était le sujet auquel je voulais vous amener, parce que vous appartenez à un gouvernement qui demande des efforts aux collectivités locales sur le plan budgétaire. Et quand vous écoutez les maires, les conseillers départementaux, ils vous disent on est à l'os. Elles ont quelle marge de manœuvre? Sur quoi elles peuvent gagner, ces collectivités locales? Alors d'abord, il faut rappeler qu'il y a 50 ans que notre pays n'a pas connu d'équilibre budgétaire.
et qu'à force de creuser ce déséquilibre, on est dans la situation où on est. Les gouvernements successifs de Michel Barnier, aujourd'hui de François Bayrou, ont construit, on va dire, une feuille de route qui est difficile. C'est jamais facile de prôner la frugalité. Voilà. Aujourd'hui... Elles ont une marge de manœuvre? Je pense qu'à un moment, ça nous interroge chacun de nous et l'État en premier sur nos dépenses, nos priorités, la manière dont on va gérer. Moi, je pense... Sur le fonctionnement? Non, les collectivités sont... Alors, vous allez toujours trouver un ou deux élus un peu étranges. Mais globalement, les collectivités sont responsables, les élus sont responsables, ils rendent des comptes à leurs concitoyens et ils savent gérer les choses. Et à un moment, on a besoin d'investir, donc on engage les... Aujourd'hui, il y a une économie qui est plus serrée. Je pense qu'on va tous être amenés à faire des choix, mais que, je vous le dis très sincèrement, je l'ai toujours dit au Sénat, donc je ne suis pas gênée pour le dire aujourd'hui, je pense qu'en France, de manière générale, on souffre d'une recherche de solutions très rapide, c'est-à-dire on a un problème, on rajoute de l'argent. Oui. Regardez l'exemple de l'école. L'école est le premier budget de notre pays. L'école est éminemment importante et en même temps, malgré la dépense que l'on y consacre, est-ce qu'on a le résultat que l'on veut? Donc je pense qu'il y a aussi des interrogations à voir sur la simplification, on en parlait, et des organisations différentes. On peut faire mieux avec l'argent que l'on a. Merci beaucoup Françoise Gatel. Merci d'avoir été avec nous. François Bayrou retourne au salon demain ou pas? Franchement, vous savez, je sais pas. On verra tout ça. Regardez son emploi du temps. Merci beaucoup. Merci. Merci Françoise Gatel d'avoir été avec nous. Merci Fabrice, à la semaine prochaine. Oriane. On passe au Club des Territoires.